Bonjour Muriel, déjà. Bonjour. Euh, alors, je vais déjà expliquer en fait pourquoi j'ai souhaité faire une entrevue avec vous. Simplement parce que moi, par ma pratique d'hypnose régressive ésotérique, je reçois pas mal de personnes qui sont sous emprise. Certaines en ont conscience, d'autres pas du tout. Et même si le but de ma pratique, c'est d'aller comprendre en discutant avec la conscience qu'est-ce qui fait que la personne vit des schémas récurrents pour comme assainir la base énergétiquement, ça ne s'arrête pas là. Et qu'après, il faut déjà comprendre qu'on est sous emprise. Et même quand on l'a compris, il y a une grosse compréhension à avoir des schémas, de comment fonctionne la manipulation et surtout de comment en sortir. Donc le but, c'est vraiment d'apporter de la connaissance aux personnes qui sont dans ce cas-là, pour qu'elles puissent elles-mêmes agir et puis sortir de ces schémas, hein. Donc, vous, Muriel, donc vous êtes hypnothérapeute, entre autres, mais pas que. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre parcours et puis pourquoi ce thème des manipulateurs, alors on les appelle pervers narcissiques, mais bon, ça reste de la manipulation mentale. Pourquoi ce thème vous intéresse plus spécifiquement peut-être encore que d'autres? Alors, qui je suis déjà? J'ai une double casquette et pour moi, elle est très importante. C'est-à-dire que je suis à la fois enseignante et formatrice et à la fois accompagnatrice. Et pourquoi est-ce que je tiens à cette double casquette? C'est que c'est un peu ma marque de fabrique, justement, d'être dans une approche assez pédagogique. Parce que je n'ai pas envie d'être celle qui détient le savoir et qui dit aux autres ce qu'ils doivent faire. J'essaie d'être celle qui apporte des éléments de compréhension, qui aide à la prise de conscience et qui ensuite, du coup, permet d'ouvrir des parcours vers un mieux-être. Donc déjà, ça, c'est mon parcours et ma petite marque de fabrique qui est vraiment d'être dans cette dimension pédagogique. Pourquoi ce sujet? Alors, ce sujet, j'ai tourné autour pendant très longtemps. Ça fait à peu près, ça fait plus de 15 ans que je me renseigne sur ce sujet. Donc, avant, j'étais obligée vraiment d'aller me renseigner beaucoup dans les pays anglo-saxons qui étaient plus Oui, avancés que les que pays nous. francophones sur le Mm. sujet. Aujourd'hui, maintenant, ça commence à se démocratiser aussi dans les pays francophones. Euh, il y a des raisons personnelles qui m'ont amené, on va dire, à explorer ce sujet. En particulier, j'ai rencontré beaucoup de pervers narcissiques, que ce soit à titre personnel ou à titre professionnel, hein, dans les métiers que j'exerçais. J'étais souvent confrontée à des personnalités dont on m'a expliqué finalement que c'était des pervers narcissiques. Donc, ça m'a permis d'aller faire des recherches. Ce sujet m'a intéressée. J'avais pas choisi d'en faire la base de ma pratique en me disant, je n'ai pas envie d'être à lutter contre quelque chose, mais plutôt à essayer de porter les gens vers quelque chose. Ouais, Et puis finalement, de fil en aiguille, j'ai fait une rencontre professionnelle supplémentaire qui a été une avocate qui traitait enfin, pour aider les personnes victimes de pervers narcissiques à sortir de l'emprise et de l'emprise financière et de l'emprise juridique et oui. administrative dans lesquelles elles se trouvaient. Et comme j'ai vraiment voilà, sympathisé avec cette personne, qu'on a fait beaucoup de vidéos sur le sujet, mais finalement, je me suis dit, allez, je m'étais concentrée au départ sur la problématique de la dépendance affective pour essayer d'aider les gens à en sortir. Et finalement, je me rends compte de toute façon que c'est un peu les deux faces d'une même pièce. Et oui, Et il donc y a un voilà lien, pourquoi hein. je suis de plus en plus amenée à travailler sur l'emprise et la sortie de l'emprise. Voilà. Mm. Ouais. Et c'est vrai que ce que j'ai, pourquoi vous, hein, je vais quand même l'expliquer, c'est qu'il existe évidemment bon nombre de vidéos qui traitent de ce sujet, mais ce que j'ai aimé dans votre approche, c'est d'avoir vraiment des cas concrets, parce que parfois quand on amène la théorie, c'est une chose, mais quand on a des cas concrets, des phrases qu'on peut entendre, des systèmes de fonctionnement, là, ça vient vraiment faire écho chez les personnes concernées, soit directement, soit indirectement. Et là, je trouve que la prise de conscience, elle est d'autant plus importante. Parce que sinon, c'est vrai que des vidéos, des livres, on en trouve plein, mais cette manière vraiment concrète de dire, voilà, vous entendez ça, vous vivez ça, on vous dit ça, comprenez ce que ça veut dire derrière, quoi. Voilà, moi effectivement, je suis dans l'approche, je prends des cas concrets et j'essaie d'amener les gens à les décoder. Pourquoi? Parce que les approches purement théoriques, en fait, les gens finissent par savoir, par comprendre, mais ça Mm. rentre pas, en fait. Non, La prise de conscience ne s'incarne pas dans leur corps et dans leur, du coup, dans leur réaction. Donc, j'ai préféré prendre les choses justement à l'envers et dire, voilà des situations.
Voilà ce que ça veut dire. Donc, si vous êtes dans cette situation-là, voilà le décodage qu'on peut en faire. Ouais, ouais. Et alors finalement, ces manipulateurs, on va les appeler comme ça tout simplement, hein, euh, de quoi ils ont besoin de se nourrir en fait? Qu'est-ce qui fait qu'ils vont aller vers telle ou telle personne? Parce que ça veut dire qu'ils décèlent déjà, on va dire, leur force, malgré tout, hein. Il y a une forme d'intelligence quelque part quand même chez eux qui leur permet de détecter chez l'autre une faille, une possibilité à laquelle ils vont pleinement adhérer pour l'amener vers eux. Oui, alors tout petit, la plupart du temps, les pervers narcissiques ont été amenés à développer des facultés de screening de leur environnement, qu'on pourrait appeler la neuroception d'ailleurs, parce qu'il y a Mm. quelqu'un qui a théorisé ce qu'on appelle la neuroception, c'est-à-dire qu'on entre dans un endroit et on sent en fait l'atmosphère, on sent les gens. Et les pervers narcissiques ont développé cette capacité-là pour pouvoir à un moment survivre quand ils étaient petits, et après ils en font un peu une arme de guerre, quoi. Ouais, ouais, c'est ce qui leur permet d'être en vie, en fait, ce qui leur manque quelque chose, donc ils ont besoin de d'aller se nourrir chez l'autre, quelque part de ce qui leur manque, à un moment donné. Oh oui, et puis ils vont pouvoir comme ça offrir à leur proie ce que la proie attend exactement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est Mm. jusque-là ce qu'ils vont sentir. Ils vont sentir si la personne est disponible ou si elle a des vulnérabilités qui vont la rendre prédisposée à entrer dans l'emprise. Et en plus, ils vont sentir dans ces cas-là de quoi elle va avoir besoin. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, souvent, ils ne sont pas fixés sur un besoin particulier, ils détectent de quoi cette personne a besoin et ils vont s'adapter à ce besoin, que Alors, ça soit de la dépendance affective, que ça soit une recherche d'amour, une recherche de rêve, enfin, c'est varié, hein. alors, il y a plusieurs types différents de pervers narcissiques et du coup, chaque type va avoir des besoins différents. Et ils vont identifier les besoins de leur proie. Et si les besoins de leur proie sont vraiment apparents, ils vont offrir à leur proie l'idéal de vie et l'idéal d'elle-même qu'elles attendent, ces proies. Et comme ça, la porte est grande ouverte pour ensuite laisser libre champ à l'emprise. Et de manière générale, de par votre expérience personnelle, est-ce que vous avez la sensation que ces personnes-là, hein, elles sont conscientes de ce qu'elles font? Enfin, il y a forcément une part de conscience, mais c'est difficile, hein, de savoir est-ce qu'il y a conscience ou est-ce que c'est un fonctionnement inconscient parce qu'ils ont besoin de ça. Ça, c'est ouais, pas Alors, facile. oui, oui, non, mais c'est un vrai questionnement qu'on peut se poser. Il y a des... Alors, le mécanisme de défense pervers narcissique, c'est un mécanisme de déni, en fait, c'est un mécanisme de défense, ce qui fait que leur objectif, c'est justement de ne pas prendre conscience au fond d'eux-mêmes de qui ils sont. En revanche, ils peuvent souvent avoir conscience de leurs actes, on va dire. Et moi, j'ai eu la chance, entre guillemets, de fréquenter deux pervers narcissiques vers l'âge de leurs 20 ans à peu près, et de pouvoir vraiment échanger avec eux sur leur fonctionnement. Et il y a un moment où ils expliquent, ben, en fait, il y a un moment de leur vie, vers leur vingtaine, où ils ont choisi de d'adopter ce fonctionnement-là comme fonctionnement unique dans leur vie parce que ça leur réussit et parce qu'ils ne savent plus faire autrement. Ouais. Donc il y a un moment où, quelque part, ils prennent la décision. Mais après toute leur vie, ils vont quand même lutter contre l'image d'eux-mêmes que ça leur renvoie de faire ça. Oui, donc il y a quand même une lutte interne, mais finalement, ce fonctionnement prend le pas à un moment donné, et puis ils s'enferment dans cette boucle-là. Et Alors, il y en a qui vont reconnaître de temps en temps, en particulier certains pervers narcissiques, on va dire ouverts et presque à limite à tendance sadique, on va dire. oui, Ceux-là, ils sont même capables à un moment quand on leur dit, mais ça t'arrive des fois de t'excuser quand tu vois que tu t'es mal comporté, et là ils se mettent à rigoler, ah ah ah, non, ça jamais. Donc là, c'est parce qu'il y a une dimension pervers narcissique, mais il y a aussi une dimension, on va dire, plus proche de la psychopathie, parce qu'on peut avoir ce qu'on appelle la triade noire, où il y a différents aspects qui entrent en jeu. Il y a les problématiques narcissiques,
les problématiques machiavéliques, donc de stratégie, et les problématiques psychopathiques ou asociales qui font que l'autre, on rigole de ce qu'on peut leur faire. Oui, oui, donc de toute façon, on peut rencontrer comme pour tout finalement des profils très variés sur ce fonctionnement-là, de toute façon. Oui, il y a des profils très variés, avec des dosages très variés, avec une progression générale dans le degré de pathologie, on va dire, au fil de la vie de la personne. En revanche, il y a des schémas de comportement récurrents. Ouais. Et alors, bah justement, les schémas récurrents qu'on peut retrouver le plus souvent chez eux ou les caractéristiques en fait qui vont, les stratégies finalement qu'ils vont utiliser le plus souvent, celles que vous voyez, sont lesquelles? Alors, les stratégies elles vont différer un petit peu selon le type de pervers narcissique. En revanche, les phases de la relation, elles vont être quand même toujours un petit peu les mêmes, en fait. C'est surtout ça. C'est que, en fait, la relation d'emprise, c'est pas quelque chose qui arrive comme ça par hasard. C'est quelque chose qui est installé. Et alors, Donc là, comment il y a elles une vraie s'in- phase d'installation de l'emprise. Et alors finalement, pour parler de cas un peu concrets, comment elle s'installe cette emprise? Donc, on a un manipulateur qui rencontre une personne. Qu'est-ce qui va se passer dans sa tête? Comment il va agir en fait? Alors, il faut comprendre ce qui oriente le pervers narcissique dans tout ce qu'il fait. D'accord? Tout ce qu'il fait n'est que pour préserver l'image qu'il a de lui-même. Tout le reste, c'est du détail. Et son seul objectif, c'est celui-là. Donc, il va vouloir installer ce qu'on appelle une illusion partagée, parce qu'il ne vit que dans une illusion, en réalité. Et il passe sa vie à essayer de passer d'une illusion à une autre, de sauvegarder son illusion des attaques. Et donc, c'est son seul objectif, parce que ça lui permet de sauvegarder son illusion à propos de lui-même. Donc, il va, au départ, essayer d'installer une illusion partagée avec quelqu'un en offrant justement à cette personne la version de l'histoire et la version d'elle-même qu'elle rêve d'entendre et de pouvoir vivre. Et ça va se traduire par une phase d'idéalisation. C'est-à-dire que le pervers narcissique, à ce moment-là, en général, il va idéaliser sa victime, sa nouvelle proie. D'ailleurs, souvent en allant critiquer les proies précédentes, en faisant de la comparaison, en utilisant plein de techniques, mais pour que la victime se sente unique dans une relation unique, privilégiée et tout ça. Et là, du coup, elle ouvre. Et Après, finalement, il y a en quel type? général, ouais. Alors, non, allez-y, je vous laisse développer. Après, en général, il y a une étape de ferrage. C'est-à-dire que là, c'est un peu, tout à l'heure, c'était un peu le verre au-dessus de l'hameçon. Et tout d'un coup, quand le poisson, c'est-à-dire la proie, a mordu à l'hameçon, bah, va falloir la ferrer pour qu'elle puisse plus repartir. Ça, c'est une étape qui, en général, euh, a une apparence extrêmement agréable, du style, eh bien, il va accepter de faire le bébé qu'on a envie d'avoir depuis longtemps, il va accepter d'acheter l'appartement qu'on a envie d'acheter ensemble depuis longtemps, il va en fait donner corps au projet dont on rêve depuis longtemps. Donc, en fait, déjà, la première étape, finalement, cette phase de séduction, c'est de toute façon de dire, voilà, tu es la personne que j'attendais, tu es mon âme sœur, on a tellement de points en commun, je peux pas vivre sans toi, tu es celle que j'attendais depuis toujours. Ça, c'est l'étape de séduction. Et après, C'est ça. finalement, c'est euh, je vais réaliser tes rêves. Toi, ce C'est que tu ça. veux, c'est un bébé, une famille, je vais te le donner. Ce que tu veux, C'est ça. c'est une reconversion professionnelle. Ça tombe bien, je connais quelqu'un qui, c'est, je vais pouvoir t'apporter tout ce dont tu rêves. C'est ça. C'est ça. Donc là, on est dans la phase de ferrage. Et en général, la proie, à partir de ce moment-là, ne pourra plus faire machine arrière sauf à accepter tout un tas de pertes. Et on verra que sortir d'une relation d'emprise, c'est accepter un certain nombre de pertes. Oui, parce que finalement, à ce moment-là, le manipulateur, en fait, apporte, enfin, semble apporter tout ce que l'autre personne Ça, désire. Et ça veut dire que si, à un moment, elle doit se détacher de cette personne, c'est-à-dire que quelque part, elle a l'impression de se détacher des rêves qu'on lui a promis. Donc, ah ben, bien sûr. Donc elle va compliqué. devoir faire le deuil de ses rêves. Oui. C'est Et alors, ça, une fois cette phase de séduction, de ferrage, il y a souvent et ben c'est un là, basculement. Une fois que la proie, on l'a.
bien ferré. Exactement. Exactement. Et c'est là qu'on commence. Alors, généralement, dès les toutes premières phases, le PN, il va quand même tester. Il va tester quoi? Il va faire deux, trois petits actes de PN. Et il va voir la réaction de la proie. Si la proie dit non, là t'es gentil, mais ça va pas être possible, il sait que c'est pas une bonne candidate. En fait, il est dans un Ouais. processus de recrutement. Oui, ah C'est oui, un c'est vrai exactement processus ça. de recrutement. Il va voir en fait jusqu'où il peut aller, si ça tient, ou s'il sent que non, ça va pas tenir. Dans ce cas-là, il laisse tomber et il va chercher une autre proie. Bien sûr. Parce que lui, Mm. il veut quelqu'un qui ne va pas lâcher facilement l'illusion partage. Et il va chercher quelqu'un qui va essayer de faire fonctionner un truc qui n'est pas destiné à fonctionner. Mais c'est ça le bon candidat. Et alors, s'il trouve la bonne proie, qu'est-ce qui se passe Alors, si après cette phase de en test? général, après le ferrage, c'est là que souvent, en général, le masque tombe et que là, on commence à voir vraiment des actes de dévalorisation, de minimisation, de critique, de punition, de traitement silencieux. C'est là que tout l'arsenal commence vraiment à se mettre en place. Et alors concrètement, cet arsenal, il se manifeste comment en fait? Par quel type de phrase, de comportement? Eh bien, ça peut être tout un tas de choses. Il peut y avoir du couching, ça peut être je te fais une blague, mais non, mais c'est pour ton bien. Ça peut être des critiques, ça peut être de la comparaison, ça peut être tout un tas de choses. D'accord. Qui vont finalement sous forme de, oui, de comparaison, de blague. Je te charrie, je te vanne, mais c'est pas grave, c'est pas si grave que ça. Mais il sait exactement où il appuie en fait. Oui, c'est exactement ça. Mais alors, qu'est-ce qui fait qu'une personne qui, par exemple, à force de se faire charrier, vanner, être comparée, va rester quand même? Et bien parce qu'elle va pas vouloir renoncer à l'illusion partagée. Oui, toujours cette histoire de rêve qu'on lui a promis. Exactement ça. Bon, il y a bien un moment quand même où la personne potentiellement, elle peut finir par s'interroger. Et là, je Oui et sais que non. les manipulateurs ont leur stratégie pour, quand ils sentent que leur proie peut-être est en train de, d'essayer de les récupérer. Exactement. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle la phase de hoovering. C'est quoi? C'est quand le PN voit que la proie commence à s'en aller, il va la ramener, il va la rappeler vers lui, il va mettre en place tout un tas de techniques pour lui promettre de nouveau qu'il va changer, que cette fois-ci il a compris, que ben là, cette fois-ci, il va offrir une bague plus grosse, une maison plus grosse, et voilà, il va faire de la surenchère et il va ramener la personne dans le jeu. D'accord. Donc là, on voit ces différentes phases, en fait, donc de séduction, de ferrage et de test en même temps. Son vrai visage qui se montre et finalement, je retourne te chercher en te promettant que je vais changer, que tu verras, ça ira mieux. Et finalement, qu'est-ce qui fait que les personnes manipulées, en dehors du fait qu'il faut qu'elles fassent le deuil de leurs rêves, n'arrivent Oui. pas à être objectives sur la situation et se mettent même à douter d'elles-mêmes? Alors, d'abord parce que renoncer à ce rêve, c'est trop coûteux. Et en général, quand elles ont déjà engagé et investi plein de temps et d'énergie dedans, le coût devient tellement élevé qu'elles se disent, bah, ça va bien finir par payer. Ensuite, elles se souviennent des premiers temps qui étaient très beaux et c'est très difficile de s'en affranchir, hein. Donc, elles ont ça qui reste vraiment imprégné en elles. Et puis, il y a des techniques de manipulation qui vont empêcher la personne de comprendre ce qui est en train de se passer. Il y a ce qu'on appelle le gaslighting, qui est des techniques de faire douter la personne de son ressenti, de sa pensée, de ce qu'elle voit, de ce qui se passe. Ça permet de renverser complètement la situation. Il y a la technique du Darvo où en fait tout est retourné. C'est-à-dire que ce dont se plaindrait la victime, tout d'un coup lui est renvoyé en boomerang en disant c'est de ta faute. Donc finalement la victime, comme c'est en général une personne qui prend ses responsabilités, tout ça, tout d'un coup elle se trouve à douter que c'est l'autre qui est responsable du problème.
D'accord. Et alors, finalement, ce gaslighting, concrètement, il peut se manifester comment, en fait? Comment s'y prend ce manipulateur pour créer le doute chez cette personne sur ses propres intuitions, sur ses propres ressentis? Quel type de phrases ou de faits on peut retrouver? Alors, ça peut être extrêmement varié. Donc déjà, ça vient d'un film qui s'appelle Gaslight, qui date des années 1940, où en Mm. l'occurrence, le manipulateur pervers narcissique faisait jouer des lampes à gaz pour rendre folle, en fait, une femme et pouvoir la faire interner et prendre sa fortune. Donc, Oui, comme si elle disait, c'est pas moi, je comprends pas pourquoi l'intensité a baissé. Ben, je sais pas, moi j'ai rien touché, ça doit être et- toi. Et à force, elle se met à douter d'elle. exactement au point qu'elle va même finir par douter de sa santé psychologique et Ouais. émotionnelle. Et ce que l'on voit d'ailleurs chez les victimes de pervers narcissiques, et on voit même d'ailleurs souvent des pervers narcissiques qui s'amusent du coup à faire hospitaliser leur conjoint ou leur conjointe en psychiatrie, en cure de repos et tout ça. Donc ça va jusque-là, hein. Donc on peut vraiment finir par douter de son état mental. Après, on peut simplement finir par douter de sa capacité à réfléchir, de ses perceptions. Alors, par quoi est-ce que ça vient? Il y a un millier de situations. Déjà, la technique qui consiste à retourner la situation en disant c'est pas moi, c'est toi. Bah, en fait, la personne, si elle n'a pas, on va dire, si elle n'est pas suffisamment affirmée, elle va se laisser contaminer par le doute petit à petit. D'accord? Alors, ça peut être aussi du traitement silencieux, ça finit par se faire se questionner sur qui on est. C'est-à-dire qu'en fait, la personne, la victime, au lieu de questionner la relation et le PN, va se questionner elle-même. Oui, elle va se remettre en cause pour savoir Oui, si vraiment c'est elle. Peut-être pas la première fois, mais la deuxième. Et ça peut c'est être ça. genre, je t'avais dit que j'avais un rendez-vous à 18 h, mais non, tu me l'as jamais dit. Bah si, je te l'avais dit. Puis la fois d'après, c'est je le note. Mais non, tu l'as noté pour toi, Tu mais vas le moi, tu me l'as noter. pas dit. Et à force, elle se dit, mais il me semble que oui. Puis finalement, non. Exact. Et c'est vrai que ces actions-là répétées, ces phrases répétées, euh, vont la faire douter, justement, en disant, bah, je sais pas, est-ce que tu vas bien? Je trouve qu'en ce moment, tu oublies beaucoup de choses. Faudrait peut-être que tu ailles voir un médecin ou Mais même ne serait-ce sous, que sous couvert dire, finalement de prendre presque soin, comme s'il s'inquiétait pour la personne, mais tout en la faisant douter. mais dire une chose et son contraire dans la même phrase, ça fait douter aussi. Et oui, c'est une dissonance cognitive terrible qui fait que Exactement. ça bug et on trouve plus de rationalité là-dedans. Ouais, c'est exactement ça. Donc c'est vrai quand c'est fait au quotidien sur des... Je suis désolée, c'est imprévu, mais en fait, je me rends compte que j'ai une extinction de voix qui arrive Ben, ça sera et dommage. que, Oui, ce que voilà, je je disais, n'avais c'est pas que ça se fait prévu finalement plutôt à sur dire ça. des jours, des semaines, des mois, des années, où à force d'entendre toujours les mêmes choses, mais non, c'est toi qui te trompes, et pourquoi je ferais ça, et pourquoi tu me fais ça à moi, tu me fais toujours des reproches, alors qu'en fait, c'est pas le cas. La Et personne même se met à douter. ce qu'on appelle en anglais des backhanded compliments. C'est quoi? C'est dans la même phrase, je te fais un compliment, je te dis une horreur. Je te fais un compliment, je te dis une horreur. Et en fait, le cerveau, il disjoncte. Mhm. Il ne sait plus sur quel pied danser. Et ça permet justement au doute de s'installer et à l'emprise de faire de tisser sa toile. Donc, quand on dit je te fais un compliment et je te dis une horreur, ça serait par exemple, ah, elle est jolie cette jupe que tu as achetée, ça serait encore mieux si tu perdais un peu de poids. Exactement. On est C'est dans exact. le compliment, mais bon, quand même, t'es un peu grosse, quoi. Et on Et sait toujours que décliné. le mais annule toujours la gentillesse qui a été dite avant. Ouais. Oui, oui, oui. Voilà. Alors après, ça peut prendre des proportions énormes, hein. Ça peut être aussi, tu n'as pas le droit de penser. Ça peut être dit comme ça, hein. Ah, qu'est-ce que vous voulez faire quand vous n'avez pas le droit de penser? Parce que, en fait, l'emprise, c'est l'antithèse du libre arbitre. Le but, c'est de saccager le libre arbitre de l'autre. Tout est bon pour le faire. Et souvent, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que du coup, il y a une phase d'isolement qui va se mettre en place. Alors, souvent volontaire de la part du manipulateur, parfois en critiquant les amis les activités, t'en fais trop, ton ami, pour finalement garder la proie juste pour elle. Alors, parce que pour que l'emprise fonctionne,
il faut non seulement s'attaquer à la proie elle-même pour qu'elle n'ait plus son libre arbitre, mais il ne faut pas non plus qu'il y ait des regards extérieurs qui permettent de conseiller à la proie de sortir de sa situation. Donc on va aller lui enlever tous ses alliés et on va l'entourer uniquement de gens qui vont venir renforcer l'emprise, qu'on appelle les flying monkeys, par exemple, qui sont des gens qui vont venir porter la parole du manipulateur. Et finalement, ça aussi, ça va contribuer au gaslighting parce que quand il n'y a pas qu'une personne qui nous dit un truc, mais qu'il y a aussi tout l'entourage, ben, on le croit d'autant plus en fait. Et alors, ces personnes qui vont devenir inconsciemment les alliés de ce manipulateur, qu'est-ce qui fait qu'ils en arrivent là? Alors ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question parce que on peut voir de temps en temps dans des dynamiques de groupe professionnels que de temps en temps le pervers narcissique va changer de proie et que celui qui était victime va devenir flying monkey contre quelqu'un d'autre. Et là, on Mhm. se dit, mais il faut être quand même sacrément pas très malin. Quand quelqu'un fait ça, il y a plein de ressorts. Le premier ressort, c'est que le pervers narcissique lui a fait gober la version de lui qui lui a montré, et hop, la personne l'a gobé et ne le remet pas en question. Il y a que le pervers narcissique qui va avoir disqualifié la proie. Et donc, plus la proie va crier, va essayer de protester, plus le flying monkey va dire, mais c'est vrai qu'en fait, elle est complètement Oui. hystérique, elle est complètement... Donc, d'avoir disqualifié la proie, ça maintient le discours du PN, la vision que le PN offre aux autres. Ensuite, il y a ce que le Flying Monkey peut y trouver. C'est-à-dire qu'il va y trouver des avantages à être dans le clan du PN, dans le camp du PN. Ça va être un avantage de pouvoir, ça va être un avantage de gratification, ça va être plein de petits avantages que le PN va lui offrir. C'est comme s'il nourrissait sa cour, en fait. Et puis, euh, il y a le fait, par exemple, quand je vous dis, quand à un moment, quelqu'un est victime de PN et finit par être Flying Monkey quand le PN s'en prend à quelqu'un d'autre, c'est malheureusement la faiblesse de la nature humaine et c'est ne pas comprendre la dynamique en jeu, c'est se dire, bah, tant que je crie avec les loups, c'est pas sur moi que ça tombe. Mm. Alors, ça, j'entends bien, hein, cette histoire de finalement, on retourne la situation d'une personne manipulée pour la remonter finalement contre une nouvelle proie. Pour autant, dans l'entourage d'une personne manipulée, si tant est que parfois elle partage avec mon conjoint, voilà, il me dit ci, il me dit ça, quand même c'est dur. Qu'est-ce qui fait que souvent l'entourage ne perçoit pas et en arrive même presque à dire, oui, mais bon, c'est pas si grave, t'en fais peut-être trop. Est-ce que c'est parce qu'ils perçoivent finalement que les éléments, un élément au milieu de tout le reste, et pas l'ensemble des éléments qui fait qu'à un moment c'est trop? Oui, alors, parce que c'est quand même un puzzle pas facile à assembler et c'est pas toujours que des actes hyper flagrants. Très souvent, d'ailleurs, c'est un peu un des problèmes des victimes pour faire valoir leur situation, c'est qu'en fait, souvent, c'est tout un tas de micro-agressions qui, les unes isolées des autres, sont pas grand-chose. Donc, quelqu'un qui va être témoin que de certaines choses va dire tu grossis le trait. Oui, puis tu exagères dans ta réaction, sauf que derrière, il Et y en a alors? eu des milliers d'autres, et c'est la goutte d'eau. Oui, et puis le PN, il a comme la télécommande en fait des réactions de l'autre. Et c'est ça qui est vraiment difficile. Et il va faire parfois exprès de faire disjoncter l'autre en public pour pouvoir le discréditer d'autant plus. Ouais, Et il y a une technique de manipulation qui est d'ailleurs très très sournoise et qui marche très très bien, hein. Ça s'appelle le dog whistling. Alors, vous connaissez tous les sifflets qu'on peut avoir pour pour les les chiens. chiens. C'est des sifflets à ultrasons. Il n'y a que le chien en fait qui va vraiment l'entendre. Oui. Et lui, il va l'entendre super fort, ça va lui faire mal aux oreilles. Et ben dans une assemblée, le PN, il va dire une phrase dont il sait que seulement sa proie va comprendre que c'est une agression. Pourquoi? Parce qu'il y aura un historique autour de cette phrase-là, autour de cette situation-là, et il n'y a que la proie qui va comprendre que c'est une agression. Et si elle réagit, tout l'entourage va dire, pourquoi tu réagis comme ça, quoi? Il a pas dit grand-chose. Oui, donc finalement, la victime, au fur et à mesure du temps, peut se retrouver elle-même confrontée à d'autres personnes qui ne sont pas forcément manipulatrices, mais qui vont lui dire, écoute, tu surréagis, tu vas pas bien, peut-être qu'il faudra aller voir un médecin.
Voilà. Il y en a Et qui plein. va en rajouter inconsciemment à ce qu'elle vit déjà. Sans... Donc la victime n'est pas Exactement. entendue. On va utiliser un mot voilà, que je n'aime pas, mais genre, t'es hystérique, quoi. C'est exactement ça, et ça fait partie de ce qu'on appelle en anglais abuse by proxy, et que moi j'appelle la maltraitance par procuration. C'est-à-dire que quelque part, il Ouais, y a des gens qui vont faire une maltraitance secondaire. ouais, Voilà, c'est ça, parce ils auront qu'un morceau du puzzle. Ils c'est verront ça. que la réaction exagérée pour eux, de leur point de vue de la personne, et finalement, ils vont se retrouver du côté du manipulateur sans s'en rendre compte. Et parfois, ils vont même pas se rendre compte qu'ils utilisent les mêmes phrases que le manipulateur, tellement ils auront intégré le discours et la posture du manipulateur. C'est hallucinant. D'accord. Donc là, on a ce qu'on appelle ce gaslighting, justement. Et alors, il y a cette phase aussi de love bombing, toujours ce terme anglais qu'on peut retrouver à la fois au début, je t'aime, tu es mon âme sœur. Et ils peuvent jongler entre ces phases, justement, de dénigrement, quelque part, de doute, Alors, et, c'est très et intéressant. revenir dans ces cycles-là, en fait, d'alterner, Oui, alors, qui en la font, phase de love finalement. bombing, c'est celle qui va permettre d'installer l'illusion partagée. D'accord? Alors, le terme love bombing, il n'est pas du tout adapté. C'est pour ça que je préfère l'illusion partagée. Ouais, Parce que l'illusion partagée, ça donne d'abord le sens du pourquoi c'est fait. Et en fait, c'est tout sauf un bombardement d'amour. C'est un bombardement d'illusions. oui. Voilà. Donc, moi, je préfère qu'on utilise carrément, c'est un bombardement d'illusions. Bon. Et alors, effectivement, les relations avec les PL sont des relations cycliques. C'est-à-dire que ils vont être dans cette phase-là, et quand ils vont sentir éventuellement que la proie s'en va, ils vont faire ce qu'on appelle le hoovering pour la ramener dans le jeu, en refaisant encore miroiter et en refaisant du love bombing. Le hoovering, ce n'est rien d'autre qu'une phase de recyclage du love bombing ou de l'illusion partagée du départ. D'accord. Donc, finalement, ces cycles peuvent tourner pendant des années où la personne, à un moment, en a marre, se dit c'est trop, ça fait je ne sais combien de fois que tu le dis, et la personne va revenir en disant oui, mais cette fois, oui, je t'aime, ou acheter un bouquet de fleurs, ou je ne sais quoi, juste pour ramener un peu d'attention. Et puis quand ça s'apaise, on y retourne à nouveau, en fait. C'est exactement ça. Et alors, les cycles vont être de plus en plus courts. Donc, les phases agréables vont durer de moins en moins longtemps. Il va avoir de moins en moins besoin de mettre 1 euro dans le jukebox. Pourquoi? Parce que la personne, elle aura investi tellement de plus en plus dans la relation que le coût pour en sortir sera de plus en plus élevé. Donc, du coup, il aura moins besoin de faire les choses sympas et la personne va revenir quand même en se disant, bah, avec tout ce que j'ai investi là-dedans, bah, j'y retourne. Et alors finalement, quand on est là-dedans, comment est-ce qu'on peut prendre conscience de ce qui se passe? Et puis même, finalement, quand on en prend conscience, de se dire, OK, j'ai compris, j'en sors, on sait que derrière, le manipulateur, il va pas lâcher. Même si on quitte, il y a encore quelque chose d'énorme qui se passe derrière. Et qu'est-ce qui fait que la personne, elle aurait tendance à revenir. Alors, il y a plein de situations différentes. Déjà, il y a quand le manipulateur vous quitte. Même là, la personne, elle a tendance à vouloir y retourner. Donc ça, c'est parce que il y a tout un travail de sortie d'emprise à faire et que la personne confond amour et emprise. C'est-à-dire qu'elle croit que c'est haut et bas émotionnel, que cette intensité, tout ça, c'est ça l'amour, alors qu'en réalité, ce n'est qu'un scénario de soumission accepté. Donc voilà. Donc ça déjà. Donc même quand le pervers narcissique quitte, souvent la personne essaie d'y retourner. Donc ça, c'est quand même dommage. Et quand la personne quitte, en général, le pervers narcissique va essayer de faire du hoovering et parfois il va utiliser de nouveau des leviers qui vont faire reprendre espoir à la dans la victime, dans le fait qu'éventuellement, à un moment, elle puisse retrouver l'illusion du départ. C'est comme, en fait, c'est vraiment une addiction. C'est-à-dire que la victime, elle va toujours essayer de croire qu'elle va pouvoir retrouver son shoot initial. Et comme pour Oui. une addiction, eh ben, elle va souvent devoir aller vers des doses plus élevées de tolérance à l'abus et elle va jamais vraiment retrouver les highs du départ.
Oui, elle va toujours chercher à revivre l'illusion, mais elle ne savait pas que c'était une illusion à ce moment-là, de la phase de séduction où c'était tellement merveilleux de trouver l'homme parfait, enfin, ou la femme parfaite. Oui, 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 c'est ça. C'est ça. Mais alors finalement, quand on vit toutes ces phases-là, quels sont les impacts psycho-émotionnels enfin, de la victime? Parce que c'est large en fait, hein, de l'état. Quand je vois les personnes sous emprise, parfois dans quel état elles, elles sortent, quand elles arrivent à sortir de ça, euh, Alors, c'est- parfois, elles arrivent à faire un travail de déconstruction et de reconstruction quand elles sont encore dans la relation. Moi, j'en ai, hein, j'en suis en ce moment en particulier une, incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, elle est encore dans la relation et elle a fait toutes les prises de conscience. Par contre, c'est encore difficile de partir parce que, il y a des parts de soi qui résistent en disant, je veux rester pour les enfants, je veux rester pour ceci. Parfois aussi, elles ont perdu leur emploi ou elles n'ont plus de ressources et tout ça. Donc, en fait, le départ et la prise de conscience et la reconstruction sont pas forcément toujours sur la même temporalité. eh oui, ça peut être vraiment différé, hein. Et puis c'est vrai Ouais, qu'en plus, les manipulateurs ont tendance justement à faire en sorte que la personne ne soit pas justement autonome financièrement ou de jouer sûr, sur la famille pour faire en sorte qu'elle n'ait pas la capacité, que ce soit matérielle ou autre, de partir. c'est ça, c'est ça. Alors, quel est l'impact d'années de vie avec un manipulateur? C'est énorme. C'est-à-dire qu'en fait, le manipulateur, moi, je compare ça à un territoire dévasté. OK? Et ça peut être dévasté jusqu'au point d'avoir créé des maladies auto-immunes, des cancers et des tentatives de suicide plus ou moins réussies. Donc ça va jusque-là, d'accord? Ça va aussi parfois jusqu'à de l'internement en psychiatrie par le manipulateur bien souvent. Et en général, la victime dit, bah, t'as raison, en fait, je suis complètement incompétente psychologiquement, faut me prendre en charge. Oui, Ça c'est peut aller ça en jusque. fait, que ces victimes en arrivent à ça finalement. Quand vous devez les recevoir en rendez-vous, c'est de se mettre elles-mêmes, les personnes, se remettent en question en disant oui, finalement, c'est peut-être moi, j'ai peut-être des problèmes de mémoire ou je deviens parano, il a peut-être raison finalement, j'abuse toujours, je râle tout le temps, je suis pas contente, alors que c'est pas le cas. Donc il y a Et une perte après, d'estime et de... Ouais. et même dans le processus de reconstruction, il y aura des fois ce retour en arrière de dire, non, Mhm. mais il m'a dit ça, peut-être qu'il a raison. C'est hallucinant. Hallucinant. Parmi aussi les choses, alors après je vais revenir sur la dévastation, mais parmi les choses que j'ai vues qui sont quand même les plus sidérantes, c'est, je veux dire, des femmes qui sont parfois vraiment à préparer leur extraction, parce qu'on est vraiment à parler d'extraction quand la personne est sous emprise, qu'elle n'a plus de ressources, qu'elle n'a plus de travail, en fait, le piège s'est refermé complètement. Et là, à ce moment-là, le PN leur propose le troisième enfant dont elles ont toujours rêvé. Et parfois, elles sont à dire, ah non, mais peut-être que ça va marcher cette fois-ci. C'est Mhm. terrible, hein. C'est-à-dire qu'en fait, la chose la plus toxique et qui fait rester dans ces relations-là, c'est l'espoir qu'à un moment, ça va payer. Oui, donc J'appelle ça c'est la boîte vrai de que Pandore. du coup, quand on a des personnes, parce que finalement, on va reparler de la dévastation, mais Mm. c'est quoi les profils de personnes qui sont plus susceptibles d'être manipulables? C'est vaste, hein, aussi. Oui, alors en plus, il y a des différentes façons de manipuler et différentes approches selon les types de PN. Mais globalement, le PN, il va pas s'intéresser à quelqu'un qui ne possède rien financièrement, physiquement, socialement, euh, et d'un point de vue enfin, de l'énergie vitale. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va vouloir s'emparer de tout ça. Oui, Donc, il va donc s'il n'y a pas aller rien à vers les prendre à gens la base, ça l'intéresse qui n'ont pas. rien. Par contre, il faut qu'il trouve quand même des personnes qui ont tout ça et qui, quelque part, ont une faille narcissique, justement, une faille émotionnelle dans laquelle ils vont s'engouffrer. S'il n'y a pas de faille, si la personne elle est bien affirmée, qu'elle a tout ce qu'il faut, qu'elle sait mettre des limites et tout, il n'ira pas trouver ces gens-là. Oui, oui, de toute façon, puis ça rentrera pas, quoi. Non, non. Donc il y D'accord. a Et un... alors, si on parle de cette dévastation qu'on a déjà évoquée, Attends, c'est pas compliqué, c'est-à-dire que par chacun des actes du PN, eh bien, il y a des choses qui vont être bousillées chez la personne.
C'est-à-dire que chaque acte du PN va créer son lot de dévastation. C'est... Je suis désolée, excusez-moi, je vais encore boire. C'est absolument terrible. C'est-à-dire que tout va être atteint. La confiance en soi en termes de capacité. Bah non, de toute façon, tu es une bonne à rien. D'ailleurs, tu n'as plus de boulot. À chaque fois que tu as un boulot, tu le perds. Donc en fait, non, c'est moi qui vais le faire parce que je le fais mieux que toi. En fait, la personne se trouve dépossédée de toute estime d'elle-même, de ses capacités. C'est terrible. Elle va être dépossédée de son amour de soi, parce que de toute façon, elle va être humiliée, elle va être dévalorisée, elle va être rejetée, on va j'allais dire lui bouder, mais en fait, c'est lui faire un traitement silencieux. La personne, elle va se dire, en fait, je ne vaux rien, je ne suis pas aimable. Euh, euh, Tout va être attaqué. La confiance en soi, la confiance en la vie, la confiance en les autres, la capacité à accepter d'accueillir les plaisirs de la vie. Mais comment ça, tu veux vraiment profiter de ça? Mais c'est trop facile. Alors, si jamais c'est des plaisirs charnels, ça va être très vite des insultes du style t'es une fille facile. Euh, Après, le pouvoir personnel, il est évidemment attaqué. Pourquoi? Puisque précisément, l'emprise, c'est je t'enlève ton pouvoir sur ta vie. Donc la personne se trouve dépossédée de ses choix, de ses goûts, de la direction du cap qu'elle veut donner à sa vie. Elle est dépossédée de tout. Elle n'a en général plus le droit de s'exprimer, parce qu'en général, d'abord, elle vit dans un univers de mensonges. Tout ce qu'elle dit est retourné, se retourne contre elle, hein, utilisé contre elle. Tout n'est qu'insinuation, donc tout le langage est perverti. Tout l'être est atteint, en fait. Et alors finalement, en fait, comment est-ce que ces personnes peuvent prendre conscience de ça et comment vous, de par votre pratique, vous les amenez à prendre conscience de ce qu'elles vivent et à reprendre leur pouvoir personnel. On sait que c'est long, hein, parce que ce que vous disiez, des fois il y a des prises de conscience et puis il y a des fois des phases où on replonge. Donc ça fait souvent des allers-retours aussi. Donc ça serait quoi vos conseils pour une personne qui Alors, s'interroge parfois ou qui n'est pas entendue aussi par son entourage? souvent, on voit des prises de conscience quand le PN va s'en prendre non pas à la victime, mais aux enfants. Ouais, Là, parfois, ça va faire genre ligne rouge. Alors, ça, là, autant je pouvais encaisser pour moi, ouais. autant pour les enfants, ça c'est pas. Ça, c'est souvent. Après, il y a parfois la phrase de trop, le geste de trop, ça peut être un geste violent de trop, où là, tout d'un coup, ou alors il y a un témoin d'un truc, et tout d'un coup, Mm. Ouais, ça fait un ça- déclic, un déclencheur. exactement. Et parfois, il n'y a pas un vrai déclencheur. C'est simplement qu'en fait, la personne se sent dépossédée de sa vie et surtout se sent menacée. Parce que parfois, quand il y a des menaces de la part du PN, là, il y a un moment où parfois, tout d'un coup, quand même, ça fait tilt. Mais justement, la question que je pose souvent aux gens, quand ils viennent, en fait, ils ont entendu parler de pervers narcissiques, ils se questionnent, tout ça. Ils viennent souvent en général pour dire, est-ce que vraiment je suis avec un pervers narcissique? Alors, c'est pas l'objectif final. Par contre, c'est une étape pour un moment reconnaître la situation. C'est une sorte d'état diagnostic de la situation. Pas diagnostic de l'autre, mais diagnostic de la situation. Et en général, les personnes hésitent, savent pas trop, ont toléré beaucoup. Et moi, la question que je leur pose, mais jusqu'où faut-il que ça aille? Jusqu'où faut-il que ça aille? À quel moment est-ce que vous allez dire, là, ça franchit vraiment ma ligne rouge? Et je leur dis, en général, il vaut mieux pas attendre. Parce que souvent, les personnes, elles ont une ligne rouge qui, malheureusement, est à un seuil Ouais. Oui, très, puis très qui peut élevé. monter, 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 ce que vous disiez, au fur et à mesure, on en accepte, on tolère encore plus, encore plus. Et du coup, il y a un moment où je leur dis, là, si vous attendez de franchir votre limite, en fait, vous y passez. Ouais. Après, ce qui est difficile pour les personnes qui vivent ça aussi, c'est il y a une espèce de sentiment certainement d'humiliation, de se dire, je, comme s'il y avait une non-acceptation de c'est pas possible et j'ai pas pu me faire avoir à ce point. Donc, des fois, il peut y avoir ce déni de se dire non, c'est quelque part une humiliation, un sentiment de honte, de se dire
c'est pas possible. Je, je peux Oui, pas être là-dedans. il y a ça, il y en a plein qui disent, moi je suis restée 10 ans, je suis restée 15 ans, je suis restée 20 ans. Oui, et alors? Voilà. C'est pas grave, c'est le temps qu'il fallait pour comprendre ce qui était en jeu et pour pouvoir justement avoir les bases d'une reconstruction de vous qui tiennent le coup, quoi. Donc voilà. Et puis, ouais, bon, l'humiliation, de toute façon, c'est un des leviers aussi des pervers narcissiques. Donc, enfin, les victimes ont souvent un sens de l'humiliation et même une blessure d'humiliation assez facilement à la base, de honte, effectivement. C'est-à-dire, en fait, s'en rendre compte, c'est une chose, que ce soit public, c'en est une autre. Donc, Ouais. c'est un peu difficile. C'est C'est un moment accepter d'être lucide sur la situation. Oui, c'est inconfortable. Il y a souvent des bénéfices secondaires à rester et quand en fait les bénéfices secondaires sont moins importants que les ennuis qu'on a à rester. Alors le problème que je vois souvent, plus que la honte en fait qui va faire rester, c'est une loyauté. C'est hallucinant, mais les gens sont loyaux alors au contrat qu'ils ont passé avec le pervers narcissique à l'origine. Oui, c'est vrai que cette loyauté, on la retrouve beaucoup aussi entre parents et enfants. Même un enfant qui devient adulte, il y a toujours cette loyauté quelque part, enfin souvent envers les parents, même si la relation n'est pas bonne, c'est ancré quelque part. Donc quand on a construit quelque chose avec l'autre, comme un contrat, que ce soit de mariage ou même implicite, il y a cette loyauté envers l'autre qui prend le pas sur la rationalité de ce qui est réellement vécu, quoi. C'est exactement ça. Et moi, la question que je leur pose, c'est, mais quand est-ce que vous allez être loyal envers vous-même? Mm. Parce que là, pendant ce temps, vous vous trahissez. Et c'est vrai que du coup, la situation est déjà compliquée, on va dire, quand il n'y a pas d'enfants. Mais c'est vrai quand il y a des enfants, c'est d'autant plus compliqué parce que eux-mêmes, forcément, sont manipulés, peuvent se retrouver, on va dire, du côté du manipulateur parce que l'autre est fait passer pour fou, instable, je ne sais quoi. Et quand il y a des séparations derrière, c'était d'où aussi votre collaboration donc, avec Héloïse Kaiwashi, qui est avocate, Oui, qui elle-même s'est rendue compte que finalement, il y avait beaucoup de cas où les manipulateurs ben, manipulait juge, avocat, quoi que ce soit, et que l'autre se retrouve ben, à péter un câble, on va dire, parce qu'à un moment c'est trop, et passe pour instable, et donc perdent la garde parfois de leurs enfants contre un système judiciaire qui a encore beaucoup de progrès à faire de ce côté-là dans la compréhension de ces profils. oui, bah, d'ailleurs, moi j'accompagne beaucoup les personnes dans la dimension émotionnelle de leur stratégie juridique. Oui. C'est-à-dire à essayer de voir comment ils doivent se positionner émotionnellement dans le processus juridique qu'ils vont devoir affronter et comment on peut penser que l'autre va se comporter pour pouvoir bah, anticiper et du coup ne pas réagir justement aux provocations. Oui, donc en fait, finalement, il y a une vraie stratégie de Ah toute oui, façon à mettre en place. Mais vraiment, on parle de obligatoire. stratégie, on ne peut pas utiliser un autre mot. C'est, il risque de faire ça, donc vous, quelle posture vous devez adopter parce qu'il va essayer ça, ça et ça. Donc, Exactement. je comprends et j'agis en fonction de pour C'est-à-dire, déjouer ces stratégies, quoi. c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on sait qu'en face, le pervers narcissique va avoir non seulement une stratégie juridique, mais aussi une stratégie émotionnelle pendant le processus juridique. Et donc, du coup, le but, c'est de désactiver sa stratégie émotionnelle pour ne pas reprendre l'ascendant, pour ne pas déclencher des réactions émotionnelles inopportunes et inappropriées chez la personne, victime. Donc ça, on travaille beaucoup, hein. Moi, ça m'arrive très souvent de relire tout un tas de documents juridiques ou de vraiment parler de stratégies comportementales à avoir pendant les audiences, hein, bien sûr. Oui, et puis Mm. c'est vrai, c'est aussi donner, montrer une posture, on va dire, raisonnée, rationnelle à ceux qui prennent les décisions dans le cadre du juridique aussi, quoi. Et malheureusement, ce que je vois parfois, hein, c'est que parfois le processus juridique va être quelque chose qui va ralentir la guérison émotionnelle de la personne
parce que ça va de nouveau la reprojeter dans l'emprise, ça va de nouveau la confronter à des choses qui vont déclencher des réactions émotionnelles chez elle et qui vont retarder, je trouve, un peu souvent le processus de sortie complète d'emprise et de guérison Mhm. totale. Oui, mais c'est vrai que pour ça, là, pour le coup, il n'y a pas grand-chose à faire, parce que s'il y a un processus juridique en cours, il faut bien qu'il aille au bout. Ça dépend, on peut aussi à un certain moment choisir ou pas de lancer certaines actions. D'accord, oui, c'est-à-dire d'essayer de quelque part comprendre vraiment, changer sa posture, se stabiliser émotionnellement, et le moment venu, quand on se sent suffisamment fort, là, entamer un processus juridique quel qu'il soit, parce on se sent plus les épaules. Oui, voire même renoncer parfois à certaines choses. Je vous dis encore, vraiment, c'est une question d'accepter des pertes. Donc, est-ce qu'il faut aller se battre sur tout ou est-ce qu'il faut aller accepter des pertes, mais pour pouvoir justement mieux se reconstruire après? Ça va être après un choix personnel en fonction de différents éléments observables de la situation. Oui, j'avais une avocate qui m'avait dit que finalement, la liberté avait un prix. C'est ça. Et c'est vrai qu'à un moment, il faut faire ce choix de se dire qu'est-ce qui est plus important aujourd'hui, ma liberté, quitte à faire des concessions raisonnées ou des différés pour s'en sortir, on va dire, le moins mal. Oui, et puis parfois les gens, les victimes vont aller en justice en espérant une réparation des injustices vécues. Or, en fait, la On n'aura justice n'est pas jamais. là pour ça, elle est là pour appliquer des lois, des textes de Mm. droit. Et en réalité, la réparation du préjudice émotionnel et tout ça, c'est dans un travail sur soi et avec soi qu'on va pouvoir l'obtenir et pas du tout du processus judiciaire. Oui, c'est un espèce de leurre finalement, Mm. comme si on pouvait récupérer ce qui avait été abîmé par le biais de la justice, mais c'est pas comme Ça. ça que ça marche, en Obtenir effet. des compensations, des réparations, Mm. voilà, se venger. Enfin, et quand, voilà, quand des personnes sont dans cette énergie-là, j'essaie de leur faire comprendre que c'est pas forcément l'énergie qui va les amener à leur plus grande réussite, à savoir reprendre leur vie en main et passer à autre chose en étant libre. D'accord. Un sujet très vaste, hein, c'est vrai qu'on pourrait en parler des heures parce qu'il y a tant à Ah, dire. Euh, donc, finalement, si on a des personnes qui sont en quête de recherche ou d'accompagnement, alors on va parler de votre... donc, j'en ai parlé tout à l'heure, donc il y a ces vidéos sur YouTube que vous avez fait donc en concomitance avec Héloïse Kawashi, que je mettrai en commentaire. Il y a déjà beaucoup d'informations. Et là, donc récemment, vous avez fait le choix d'ouvrir votre propre chaîne YouTube qui s'appelle ExitVN. Donc, je mettrai également le lien. Et pourquoi vous avez voulu faire ça? Donc, ce sont de courtes vidéos, étape par étape finalement. Pourquoi? alors, c'est justement parce que c'est cette partie pédagogique que je voulais vraiment mettre en œuvre parce que je ne l'ai jamais vu et moi, ça m'aurait sûrement aidé à certains moments, ne serait-ce que pour éclairer des personnes. Donc, je me suis dit, ça n'existe pas, je vais le faire parce que ça. Alors, c'est ce qu'on appelle en pédagogie la classe inversée. C'est-à-dire qu'en fait, on part de la situation et on reconstruit la théorie derrière. Oui, oui, Voilà. oui. Bon. Mais ce que vous Et donc, disiez, c'est ce que vous préférez quelque part finalement. voilà, je me suis dit, tiens, en pédagogie, c'est quelque chose de très puissant, de très efficace, qui vraiment amène à des apprentissages profonds. Je me suis dit, bah, je vais faire la même chose sur ce sujet-là. Donc, voilà, ça a été mon choix, de partir vraiment de situations concrètes, de dialogues que l'on entend, de choses qui se répètent avec des petites variantes, mais pour que ça marque et pour que les personnes puissent ensuite comprendre ce qui est en jeu dans ce qu'elles Oui, vivent. derrière. Ouais, ouais, plutôt que de commencer par la théorie et donner après. Oui, parce que c'est ce que je disais au début. Les mots, les phrases qu'on peut entendre sont souvent beaucoup plus percutants. Moi, j'en ai quelques-unes en mémoire. Va te faire soigner, ce genre de choses. Je l'adore, celle-ci, à force. Quand elle est fréquente, on va dire, Oui, malheureusement. celle-ci. Voilà, je pense qu'il y a des phrases qu'on peut retrouver quasiment partout à un moment donné. Après, effectivement, il y a des variantes, mais OK. Donc, Voilà. finalement, vous, vos accompagnements, parce que je sais que vous avez plusieurs outils, est-ce que vous pouvez nous en parler brièvement, nous Alors moi, expliquer un petit peu? je travaille de plusieurs façons. Déjà, je suis formée à trois outils d'intervention.
que sont l'hypnose, l'EFT que je vais décrire et le coaching. Et je dirais que en fonction de là où en est la personne et de là où elle veut aller, je vais à certains moments lui proposer plutôt une approche qu'une autre, sachant que la personne a toujours le choix. Ce matin, par exemple, je travaillais avec une personne et j'ai proposé de l'hypnose et de l'EFT et en fait, je me suis rendu compte que probablement que l'hypnose serait plus adaptée pour aller euh, lui apporter ce dont elle avait besoin ce matin, Oui, plus c'était spécifiquement. ce jour-là, c'était ça qui faisait Exactement. sens en fait. Donc c'est très Exactement. modulable. Oui, alors moi l'hypnose c'est quelque chose de très interactif, c'est-à-dire qu'en fait sous hypnose on peut parler, donc moi je propose des pistes et en fonction de comment la personne va se saisir sous hypnose de la situation, je vais essayer de construire ce qui va l'aider à sortir de ce qui la bloquait et ce qui va l'aider à faire émerger toutes les ressources qui étaient un peu sous l'éteignoir. Bon. Donc ça, c'est l'hypnose. L'EFT, pourquoi? C'est parce que c'est une technique dite psychocorporelle. Donc on tapote des points d'acupuncture tout en respectant un protocole avec à la fois des phrases et à la fois donc ces gestes de tapotement. Ce truc-là, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, mais c'est quoi, c'est complètement bizarre. Et en réalité, c'est extrêmement efficace. Pourquoi? Parce que l'emprise a un impact sur le corps. C'est-à-dire qu'en fait, l'emprise, c'est une imprégnation. C'est Oui. pas juste quelque chose qui est seulement dans le cerveau. C'est tout le corps qui va être impacté d'un point de vue chimique par les hauts et bas émotionnels, par un déferlement d'hormones, par un déferlement de neurotransmetteurs, par tout un tas de choses. Et donc, si on n'adresse pas le corps, on passe à côté d'un élément essentiel de sortie d'emprise et de guérison. Donc il y a ça. Le coaching, parce que de toute façon, tout ce qui est outils de prise de conscience, tout ce qui est questionnement, feedback et tout ça, ça fait partie de l'accompagnement. Et il y a des petits exercices de temps en temps qui permettent vraiment de sortir des schémas dans lesquels on est enfermé depuis longtemps. Moi, je n'appartiens à aucun courant de pensée, donc je prends un peu partout. Je prends en analyse transactionnelle, je prends en PNL, je prends dans des livres comme Les blessures émotionnelles, les accords Toltec, je prends de tout. Et en fonction de là où on est la personne, je vois quel est l'outil, les énéagrammes, enfin, je prends vraiment un peu partout et je vois quel est l'outil qui éventuellement va lui permettre de faire le prochain petit pas. Ah oui, c'est Voilà. vrai que du coup, c'est intéressant cette complémentarité d'outils qui, du coup, va permettre vraiment d'axer sur ce dont la personne a besoin le jour où elle a le rendez-vous. Et ce qui peut être différent, le rendez-vous d'après d'ailleurs aussi. Exactement. Alors, je fais des accompagnements où globalement, c'est quand même beaucoup en face à face parce que des fois, il y a des choses extrêmement lourdes. Et puis, si je veux faire une séance d'hypnose totalement spécifique à la personne, forcément, c'est du one-to-one. Par contre, j'ai quand même de temps en temps des temps collectifs que je peux proposer et aussi et surtout, j'ai des morceaux de programmes parce que je dis bien que c'est pas des programmes entiers. Moi, je suis pas là pour me débarrasser des gens et les laisser se débrouiller tout seuls. Par contre, j'ai des morceaux de programmes qui sont disponibles en ligne pour les gens qui le souhaitent pour soutenir le travail entre deux séances. Par exemple, Mm. j'ai des visualisations hypnotiques pour les personnes victimes de PN. Donc, je peux les faire en one-to-one, mais en une séance, je vais faire une séance je Oui, vais donc c'est traiter vraiment un pour aspect. continuer, on va dire, à modifier les automatismes, à prendre conscience, à changer sa posture entre deux rendez-vous, Exactement. quoi. C'est Oui, parce que c'est exactement ça. pas. Oui. Mm. C'est exactement ça. Et là, je vais lancer aussi quelque chose qui est plus en rapport avec comment le corps a été impacté par les PN et comment justement mettre en place un certain nombre de petites choses pour pouvoir contrer tout ça. Donc ça, je suis en train de travailler là-dessus et ça devrait sortir normalement avant Noël. D'accord, oui, si vous trouvez le temps, parce que je sais que vous êtes extrêmement chargé, on en a parlé l'autre jour. Oui, j'ai un peu mis une vie, mais bon, c'est aussi intéressant parce que, par exemple, moi, ce que j'apprends aussi au quotidien dans mes pratiques d'accompagnement, ça me sert dans mes pratiques de formation, en particulier de formation d'enseignant. Et ce que j'apprends dans mes pratiques de formation d'enseignant, ça me sert dans mes pratiques d'accompagnement. Donc, c'est super. Oui, J'adore. c'est ça, en fait, oui. Il y a des connexions partout de toute façon. Exactement. Et ce qui va enfin, ce que je vais apprendre dans un domaine va me nourrir pour aller développer d'autres choses.
Je veux dire, cette approche pédagogique sur la pédagogie inversée, ben, c'est parce que je suis enseignante et formatrice que je connais ça et que je peux Et justement oui, le proposer. qu'est-ce qui passe le mieux, qu'est-ce qui s'intègre le mieux finalement? C'est toujours l'histoire de quelque part de la théorie et de la pratique. On en revient un petit peu là, en fait, donner un exemple concret et après expliquer pourquoi. C'est ça, c'est Ouais, ça. ouais, ouais. Bon, bah écoutez, Muriel, je ne vais pas vous prendre plus de temps. Est-ce que, voilà, un mot de la fin ou autre chose, ou tout est dit En avant que tout je cas, conclue? moi j'ai envie de donner un message d'espoir, c'est que oui, rencontrer un pervers narcissique, c'est une expérience qui va vous transformer, qui à un moment va vous faire vivre beaucoup d'adversité, mais quand vous l'aurez traversé, vous serez une personne beaucoup plus accomplie que si vous ne l'aviez pas rencontré. Oui, aussi, parce que finalement, au départ, il y avait déjà des failles, donc, mais bon, c'est Et sûr qu'on donc, s'en passerait, mais des fois, les choses sont comme elles sont. et finalement, la version 2 qu'on va être après cette expérience-là, elle sera peut-être beaucoup plus riche et beaucoup plus intéressante que ce qu'on aurait été sans cette expérience. Donc j'ai envie de dire, oui, parfois le prix paraît élevé, mais Oui, en fait, comme beaucoup d'ailleurs d'apprentissage, en fait, le trésor, il est derrière la transformation de ce qu'on va en faire, en fait. ouais, ouais, donc faut garder l'espoir là-dessus en se disant, c'est pas juste, je vais me reconstruire, ça ira un peu mieux, c'est que non, je peux être encore au même au-delà de ce que j'étais avant de rencontrer cette personne. Donc, Exactement. il Et faut y aller. reconnaître à un moment son statut de victime, c'est important, mais c'est surtout pour pouvoir le dépasser. Oui, 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 pour pas rester là-dedans. Bon, Bien, voilà. eh ben Muriel, merci beaucoup pour ce partage. Merci Voilà, beaucoup, on Sophia. va s'arrêter là. Je vais simplement voilà, signaler que si donc je mettrai tous les liens en commentaire de la Merci. chaîne, des différents éléments, de vos coordonnées. Et puis si voilà, il y a des questions qui se posent, vous pouvez les mettre en commentaire aussi. De toute façon, je pourrais y répondre à ma mesure, ou si besoin, faire appel à des personnes hautement qualifiées à ce sujet. Voilà. Eh Merci ben, mille Muriel, fois, merci à Sophie. vous.